Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Présentation Desjardins en compagnie de Zachary Mercier qui a certainement regardé le match d'hier. T'as aimé quand même la prestation? T'as aimé le match en tant que tel? Est-ce que la meilleure équipe l'a remporté selon toi? Ben écoute, est-ce qu'il y avait véritablement une meilleure équipe, une équipe qui a tout cassé dans ce match-là? Je pense pas. Je pense que c'est un match chaudement disputé. Écoute, c'est le match des séries, là. C'est des petits détails. Finalement, ça a pris une baie vitrée pour qui ait changé le match. Écoute, c'est quand même assez spectaculaire. Puis écoute, on voit pas ça souvent. Puis comme Martin Saint-Louis l'a dit, s'il avait sorti de son filet, là, c'était pas un but. Là. La rondelle ne rentrait pas, ne l'aurait pas frappé. Est-ce qu'il y aurait un autre joueur des Sables qui l'aurait récupéré et aurait marqué dans un filet, dans une cage abandonnée? Possiblement. Mais ça demeure que c'est des petits détails, c'est des petits rebonds. Moi, j'ai encore en souvenir là, le fameux but de Kevin Bieksa face à mes Sharks en finale d'association il y a plusieurs années. Écoute, j'allais encore sur le cœur, celle-là. J'avais un dégagement fond de territoire, touche une latte de métal, revient à la ligne bleue, tout le monde regarde dans le coin. Dans un filet abandonné. Donc, écoute, c'est ce qui peut faire la différence. Ça ne joue qu'à un fil, souvent, ces genres de matchs-là. Puis on l'a vu encore une fois. C'est une excellente série. Je ne pense pas qu'il y a personne qui s'attendait à ce que cette série-là se finisse en 4 ou en 5. Donc, écoute, ça va se finir en 6 ou en 7. Puis je pense que ça donne un solide spectacle. Mais moi, sérieusement, si je suis du côté des Canadiens, je suis sûr que Martin Saint-Louis l'a adressé, là. Pas certain que dans cette série-là, on a vu le meilleur des Sabres. J'ai l'impression que maintenant que la série se transporte à Buffalo et qu'on reprend l'avantage à Dallas, j'ai l'impression que les Sabres vont tout donner. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le meilleur des Sabres. As-tu l'impression de ça? Ouais, ben écoute, on les vendait comme qu'ils sont gros, sont grands, ils font peur. Tu sais, c'est comme on dirait la défensive, puis tout ça. Puis finalement, ils se font pratiquement dominer physiquement par les petits Canadiens. Donc écoute, c'est quand même assez spécial. Je ne m'attendais pas à voir ça nécessairement. Pour moi, hier, c'était quand même un gros test. Là, on s'entend que si les Sabres échappaient ce match-là, la série, c'était pas mal terminé. Là. Ça allait être très difficile. Le Canadien à domicile est très difficile à battre, encore une fois, surtout s'il faut les battre plusieurs fois. Écoute, c'est une lourde tâche pour les Sabres. Mais écoute, pour moi, ça, devant le filet aussi, ça avait des points d'interrogation. Est-ce que Ukko-Pekka Luukkonen était capable de redresser un peu le bateau? Alex Ryan n'a peut-être pas fait le boulot dont on s'attendait. Donc, pour moi, il y a encore certains points d'interrogation du côté des Sabres. C'est bien beau qu'on l'a vu hier. Oui, il a fait des gros arrêts. Dobech a quand même été bon aussi. Comme j'ai dit, ça a pris un rebond chanceux qui a fait la différence dans ce match-là. Donc, pour moi, j'ai bien hâte de voir de quelle façon les gros canons pourront traîner peut-être les Sabres. Mais on dirait que c'est une tendance jusqu'à certains moments pour certaines équipes. En tout cas, face aux Canadiens, le Canadien a réussi à bien neutraliser parce que contre Tampa Bay, les meilleurs joueurs de Tampa Bay, ça n'a pas été Kucherov, ça a été Brandon Hagel de loin. On a certains joueurs qu'on s'attendait à ce qu'ils dominent, qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on doit donner le crédit aux Canadiens ou c'est simplement le fait que les équipes adverses, leurs meilleurs joueurs ne sont pas capables de véritablement trouver leur aire d'aller? Donc, je ne sais pas, je te lance la question. C'est une petite boutade que j'ai envoyée aussi concernant le pourcentage de Dobech hier, mais force est d'admettre qu'il a connu quelques gros arrêts, entre autres, là, sur un 2 contre 1 et un déplacement d'un océan à l'autre, écartier comme ça n'a pas de bon sens. J'ai eu mal pour lui. Non, Dobech a été quand même très solide, puis c'est pas en raison d'une soirée ordinaire de Dobech que le Canadien se retrouve maintenant nez à nez. Mais la séquence de 12 minutes pour déterminer ou non un but, ça t'achale-tu, toi? Je trouve ça long. Je trouve ça vraiment long. Puis je pense que ça casse un rythme. C'est pas le fun pour les partisans non plus. Puis surtout pas pour les télédiffuseurs. Écoute, c'est eux qui payent les gros dollars. C'est eux qui ont un gros mot à dire dans les différents horaires. Pour eux autres, d'avoir un 12 minutes de temps à tuer pratiquement, là, c'est pas toujours évident. Puis là, en plus, ça crée certains retards pour les matchs suivants en plus quand on veut diffuser les matchs. Je pense qu'il n'y a pas véritablement personne qui gagne. Il faut trouver une certaine façon d'être plus efficace. Puis il y a certains moments où est-ce qu'on a vu dans les premiers matchs, là, si je me souviens bien, c'est au dernier, Philippe Danault a été volé d'un but. Pour moi, le but aurait dû être accordé. Puis là, ce qu'on voyait un peu les différentes reprises, finalement, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu rien.
Même chose des fois à certains moments pour certaines pénalités qui sont appelées ou pas appelées. Pour certains moments, on décide d'appeler des punitions majeures pour revoir, tandis que pour des jeux pratiquement banals, tandis que pour d'autres, qu'à certains moments, qui mériteraient possiblement d'avoir ça, on le fait pas. Donc, des fois, c'est difficile d'avoir une certaine constance. Je pense qu'on a trouvé une façon d'être un peu plus efficace parce que, ouais, écoute, 12-13 minutes là, pour déterminer si le but est bon. Puis là, c'est révision, contestation, C'est ça. révision, Moi, il me etc. semble. C'est ce qui est compliqué. On dirait que ça devrait être une seule reprise qu'on voit, on Et regarde tout, voilà. on Et détermine voilà. ce qui se passe. Tu sais. Puis on détermine des fois que oui, le but il est bon. Puis là, après ça, on regarde, ça a dû dévier sur un patin. Non, mais là, on conteste pour une obstruction. Là, après ça, on va contester pour quoi d'autre. Tu sais, je pense qu'on dirait que ça devrait être simplement uniformisé, d'avoir un certain système qu'on est capable d'avoir. Si on challenge pour quelque chose, ben écoute, on regarde tout. Là. On regarde autant que ce soit bâton élevé, There you go. Oui. que ce soit interférence sur le gardien de but. Bref, plusieurs aspects. Je pense que pour moi, ça faciliterait les choses un peu pour tout le monde. En tout cas, il n'y a rien de parfait dans ce bon monde, mais tantôt, j'en parlais. M. Bettman était là, présent au Centre Bell. J'espère qu'il y a quelqu'un pour lui qui a pris des notes, parce que je ne pense pas que M. Bettman prend des notes. Il doit avoir une couple d'assistants qui les prend pour lui. Parlons un peu des sénateurs, ça tente. Que faire avec Nick Matinpalo? Écoute, c'est une bonne question. Hein? Que je pense qu'il fait quand même partie de la profondeur chez des défenseurs, chez les sénateurs. Il a prouvé pour moi qu'il était un défenseur de Ligue nationale à temps plein. Ça, il n'y a aucun doute pour moi qu'il a sa place. Si ce n'était pas que du fait qu'Ottawa, cette année, a eu une certaine congestion, surtout en début de saison, là, on se retrouvait avec un Jensen en santé, un Spence, un Zoub. Se retrouver un peu trop à gauche. On a tellement une solide défensive à gauche que quand tout le monde est en santé avec un Sanderson, un Chabot et puis un Clavin, que c'est difficile d'en tasser un. On avait un beau problème. Pour moi, c'est un genre de joueur que j'aimerais qu'il demeure avec les Sénateurs parce que c'est le genre de gars que tu as besoin, comme une bonne police d'assurance, qui est capable de rentrer autant qu'il peut jouer comme un 7e défenseur à l'occasion, qui va rater peut-être quelques matchs, mais s'il est capable de prouver qu'il peut être un bon 6e défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Puis écoute, c'est une belle histoire, là, Nick Matinpalo. Est-ce que lui voudra, qu'est-ce qu'il décidera de faire? Je ne le sais pas, mais je pense que pour moi, là, c'est le genre de défenseur que tu veux garder, qui garde les choses simples, qui est capable d'apporter un peu de papier sablé aussi, là, qu'on ne l'a peut-être pas vu, mais qu'il est capable. Il fait partie de l'élite de la Ligue nationale dans son pays, à tout le moins pour les joueurs finlandais, a été aux Jeux olympiques aussi. Donc, pour moi, c'est un gars qui apporte un certain bagage d'expérience et qui semble apprécier dans ce vestiaire. Là, tu vas me trouver chien. Mais moi, continuer. C'est pas ton habitude, voyons donc. Matinpalo, tu as des très bons points, très bons arguments, puis il n'y a personne, encore une fois, là, qui va me dire le contraire. Moi, j'aime bien Matinpalo. Mais il y aura des choix à faire. Entre Nick Matinpalo et Jordan Spence, lequel tu priorises pour garder avec les Sénateurs? C'est une bonne question, puis je sais un peu où est-ce que tu veux m'amener parce qu'on en a déjà discuté ensemble du fait que est-ce qu'un petit défenseur droitier offensif est véritablement le meilleur élément, le meilleur fit avec la défensive des Sénateurs? Puis je suis quand même d'accord. Je pense que c'est une question à se poser parce que justement, il est agent libre avec restriction présentement. Jordan Spence, on doit lui octroyer un contrat. Puis c'est certain qu'il va commander une solide augmentation de salaire. On ne s'offre pas de cachette. Avec la façon qu'il a performé cette année, il a mérité pleinement son augmentation. Mais justement, est-ce que c'est véritablement le bon fit? Est-ce qu'on veut possiblement prioriser un troisième duo avec un Clevin et un Matinpalo? Ou on veut justement utiliser un Jordan Spence pour le positionner avec un Tyler Clevin puis créer un certain duo un peu plus défenseur qui est capable, avec une mobilité, capable de bien bouger la rondelle, monter la rondelle, avec un défenseur un peu plus papier sablé. Donc pour moi, je ne sais pas de quel côté qu'on va pencher, mais c'est certain que ça va peut-être dépendre aussi des demandes salariales de Jordan Spence. S'il demande 6 millions par année, peut-être qu'on regarde à d'autres options. Si on est capable de s'entendre avec un prix raisonnable, pour moi, je pense que c'est une bonne aubaine. Surtout au prix qu'on l'a payé là, du côté des Sénateurs. On n'a pas payé cher pour avoir un Jordan Spence. Peut-être qu'il pourrait faire partie d'une possible transaction, mais j'aime quand même les deux. Idéalement, dans un monde où on est capable de conserver les services des deux, mais c'est certain qu'ils ne pourront pas être dans la formation à temps plein, surtout pas si on a un Carter Yakemchuk qui s'ajoute à ça. Là. On se retrouverait avec un petit peu trop de monde en haut dans la Ligue nationale. Mais encore là, ça te prend de la profondeur à la défensive. Tu ne veux pas laisser aller des gars juste pour laisser aller, puis finalement, tu te retrouves que certains gars, si un Carter Yakemchuk ne performe pas à la hauteur de ce qu'on s'attend, puis que finalement, on connaît des passages plus à vide, puis tu te retrouves forcé de le mettre dans la formation parce que tu n'as pas personne d'autre en bas, c'est pas mieux non plus. Je vais sauter du coq à l'âne, avec un autre sujet qui a rapport avec un de tes articles, le plus récent d'ailleurs, que tu as pondu dans le quotidien Le Droit. Puis
tant qu'à moi, cette histoire-là me dit que c'est un gaspille parce que, vu son potentiel, je me dis qu'elle aurait pu avoir quand même une belle carrière chez les pros. Mélodie Collard, malheureusement, je sais pas malheureusement, mais heureusement pour elle, appelez ça comme vous voulez, je sais pas comment on l'interprète, mais décide de prendre sa retraite après son passage en NCAA dans les rangs collégiaux avec la Virginie, si je me trompe pas. Parle-moi quand même de cette grande athlète de la région qui décide d'accrocher sa raquette, là. Oui, exactement. C'est une fille qui a marqué le tennis dans la région, à tout de moins depuis le début des années 2000. Là. Écoute, ça a été une solide pionnière, a participé à une carrière junior là, assez incroyable, a participé à plusieurs tournois du Grand Chelem chez les juniors. Écoute, a joué en double avec Leilani Fernandez, a joué des différents tournois contre avec elle. Donc, écoute, ces deux joueurs. Leilani Fernandez, aujourd'hui, gagne très bien sa vie au tennis professionnel, a même fait une finale du Grand Chelem il y a quelques années. Écoute, c'est quand même une joueuse élite, puis elle était née à nez à un certain moment dans sa vie, dans sa carrière. Puis écoute, là, justement, elle a décidé, là, à la fin de sa carrière junior, elle avait le choix. Faire le saut chez les pros ou décider d'aller justement du côté universitaire américain. Finalement, elle a décidé de prendre le chemin des universités américaines pour parfaire son développement. Puis écoute, ces dossiers parlent d'eux-mêmes. Là. En double, surtout, là, c'est une des meilleures joueuses de double dans cette catégorie d'âge sur la planète. Là. Écoute, une fiche, là, écoute, c'est une 123 victoires pour une trentaine de défaites, une quarantaine de défaites. Écoute, championne nationale américaine Division 1 en 2024 en double. C'est pas rien là, quand même. Là. C'est fait partie vraiment de la crème de la crème. Puis finalement, elle ne peut même pas passer chez les pros. Tout est une question d'argent. Ça coûte trop cher. C'est ça que je veux dire. C'est terrible quand même, cette situation-là, parce qu'elle a le potentiel et elle serait certainement en mesure de nous le confirmer. Là. Je suis sûr qu'à l'interne, elle croise les moyens. Mais quand tu n'as pas de moyens financiers. Dommage également pour Mathieu Toupin, qui a été son coach pendant plusieurs années. Mais on va poursuivre certainement ce sujet-là à une date ultérieure, parce que je veux en savoir un petit peu plus sur Mélodie, mais également Mathieu Toupin pour nous parler de ça. Alors, on se dit à très bientôt. Mon cher Zach, on invite les gens à te lire et à s'abonner d'ailleurs au Quotidien Le Droit. Puis, écoute, hâte de voir le match numéro 5 à Boston. À Buffalo. Salut, mon chum. Salut. On a du solide hockey en série. Je pense que tous les matchs sont bons. Fait que, on a bien raison. On a une journée de show. Salut, mon chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.